On va commencer. Animer un webinaire, c'est une grande première pour moi. J'en appelle à votre bienveillance. Pour la partie organisationnelle, on a organisé la salle de telle façon qu'on respecte la distanciation sociale par rapport aux consignes actuelles. Par contre, ce que l'on fera, du coup, c'est que la personne qui fera la présentation ou qui parlera pendant le webinaire va enlever son masque. Donc, ne soyez pas surpris si ultérieurement les intervenants n'ont pas leur masque. Donc, pour la partie utilisation de la plateforme, les règles d'utilisation, je vais laisser Blanche vous parler des aspects. Bonjour à tous. Alors, vous êtes arrivés dans la salle du webinaire. Vous êtes tous participants, donc sachez que on ne vous voit pas et on ne vous entend pas, donc c'est normal. Si vous avez une question ou si vous avez un souci technique vraiment sur le webinaire, je vous invite à écrire dans le chat qui est en bas à droite de votre écran. Donc, c'est un chat public dans lequel vous pouvez poser des questions. Et vous avez également le mode questions-réponses avec un point d'interrogation en bleu dans lequel vous pouvez taper vos questions pour la fin du webinaire où on aura une partie questions-réponses. Donc, les questions ne seront pas dites au micro par les participants, mais vous pouvez les écrire dans le chat et Emmanuel y répondra. Donc, merci Blanche. Je suis Emmanuelle Robbins, responsable des projets européens et internationaux au pôle. Nous avons souhaité réaliser ce webinaire qui est un webinaire de cadrage, de contextualisation en fait de la mise en place des services du pôle Avenia par rapport aux différents projets européens. Donc pour l'agenda, Blanche, si tu peux passer les slides, s'il te plaît. C'est après. Voilà, merci. Je vais vous présenter en fait les institutions européennes dans leur globalité et ainsi établir un lien avec les différentes opportunités de financement. Ça permettra de contextualiser aussi la partie Green Deal dont vous avez peut-être et sûrement entendu parler. On fera un lien ensuite avec les services Europe du pôle Avenia et nous aurons l'intervention aussi de la région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles. Et pour contextualiser tout ceci et pour rappel en fait de l'ambition du pôle, je vais maintenant laisser passer la parole plutôt, à Thibaut Emmermann, donc notre directeur. Donc Thibaut, je te passe la parole. Merci beaucoup Emmanuel, merci Blanche, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravi d'introduire ce webinaire et très content du nombre de participants. En plus, je vois que c'est très varié. Nous avons nos partenaires académiques, nos partenaires associatifs, nos entreprises, grands groupes, aussi des représentants de start-up, de PME. Donc tout l'écosystème Avenia est représenté dans sa diversité, donc c'est super. C'est super parce que le pôle Avenia nourrit beaucoup d'ambition à l'Europe. Il y a de plus en plus d'opportunités pour vous pour monter des projets collaboratifs à l'Europe avec des financements importants et variés et en plus sur des thématiques en lien avec la transition énergétique. Donc le pôle se doit de vous accompagner à l'Europe, de vous expliquer les mécanismes de financement, de vous aider à trouver les bons partenaires et de vous aider surtout à réussir le montage de vos projets. Voilà. Le pôle a aussi un rôle à jouer pour, je pense, faire connaître et reconnaître notre écosystème, nos filières à Bruxelles et expliquer en quoi nos industries du sous-sol ont un vrai rôle à jouer dans la transition énergétique. C'est très important pour nous.
et en plus c'est inscrit dans le dossier de labellisation pôle de compétitivité auprès de l'État. L'Europe est vraiment au cœur de notre stratégie. Voilà, donc ce webinaire, je pense qu'Emmanuel va bien vous le rappeler, marque les débuts pour le pôle d'un affichage beaucoup plus fort à l'Europe. Et nous sommes déjà en ordre de bataille puisque nous avons une personne au sein de l'équipe qui est quand même en charge de ces sujets-là avec Emmanuel. Et Emmanuel s'appuie aussi sur un réseau de partenaires. Et j'en profite pour remercier Antoine Vidot qui interviendra tout à l'heure au nom de la région. Nous sommes aussi au pilotage ou au copilotage de 2 projets européens dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Géoénergie Europe et Pixil. Et nous sommes actuellement en train de soumettre, de travailler plutôt sur de nouveaux projets européens. Voilà, donc nous sommes prêts et encore merci à tous et je laisse la parole à Emmanuel puis à Iman pour vous entraîner dans ce voyage au cœur de l'Europe. Merci Thibaut. Donc en fait, maintenant, on va vous présenter un petit quiz concernant l'Europe. Ça va vous être présenté donc par Iman Ambali, qui est stagiaire au pôle depuis 4 mois et qui nous a beaucoup aidé à la structuration des services que l'on pouvait mettre en place et proposer. Donc, merci pour tout ce travail, Iman. Je profite de l'opportunité de ce webinaire pour officiellement beaucoup te remercier. Et donc, je laisse la parole à Iman pour cette petite partie quiz. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Emmanuel, je vais introduire le webinaire avec un petit quiz sur la thématique de l'Union européenne. Il y aura 3 questions et vous allez pouvoir répondre à ces questions grâce à la plateforme. Vous pouvez voter pour la réponse que vous considérez être la bonne réponse. Voilà. Première question. Combien y a-t-il d'États membres dans l'Union européenne? Il y a 28 États membres, 25 ou 27 États membres. D'accord. J'attends un petit peu que vous répondiez. Je pense qu'on est bon. Alors, majorité de 27 États membres. Quelle est la réponse? Voilà. Alors, il y a effectivement 27 États membres dans l'Union européenne car le Royaume-Uni est parti le 31 janvier 2020. Une seconde. Donc, deuxième question, quel est le traité qui a créé l'Union européenne? Le traité de Rome, le traité de Maastricht ou le traité de Lisbonne? D'accord. La réponse est donc la réponse est le traité de Maastricht. C'est le traité qui a fondé l'Union européenne et il est entré en vigueur le 1er novembre 1993. 66% de bonnes réponses. Et donc, la troisième question. Quel est l'actuel président ou présidente de la Commission européenne? Est-ce que c'est David Sassoli, Jean-Claude Juncker ou Ursula von der Leyen? Attendons la réponse. Donc, la réponse, c'est Ursula von der Leyen. Elle est la première présidente de la Commission européenne, enfin, femme, qui a commencé sa présidence en décembre 2019 pour un mandat de 5 ans. Voilà, merci d'avoir participé à ce quiz. Je vais donc passer la parole à Emmanuel Robbins pour la suite du webinaire. À tout à l'heure. Donc, merci
Iman. Donc maintenant, je vais vous présenter en fait les institutions européennes et les financements les opportunités de financement qui sont associées, qui peuvent en découler. Donc passer la slide suivante s'il te plaît, Blanche. Donc, c'est un schéma pas très clair, je vous l'accorde, de l'ensemble des institutions européennes, mais qui rassemble sur un même schéma les différents organes institutionnels. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un détail, en fait, du Conseil européen, de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, du Conseil de l'Union européenne, pardon. Pour ce qui est de la Banque centrale européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des comptes, parce qu'au final, il y a sept organes. Je les détaillerai pas aujourd'hui. En revanche, je mettrai des slides additionnels quand on vous enverra la présentation à l'issue du webinaire. Donc, vous pourrez avoir l'information si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu plus. Donc, le Conseil européen, il est basé à Bruxelles et les grandes priorités de l'Union européenne sont fixées par ce Conseil européen qui réunit les dirigeants nationaux et européens. Quand, par exemple, vous voyez des rencontres entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, souvent, c'est dans le cadre d'une réunion du Conseil européen. Ce Conseil européen a un président qui est élu pour 2 ans et demi et renouvelable une fois. Le président actuel, c'est Charles Michel, depuis le mois de décembre de l'année dernière. Ensuite, nous avons la Commission européenne. Donc, elle aussi est basée à Bruxelles. Et au sein de la Commission européenne, on discute des intérêts de l'Union européenne dans son ensemble. Et ils sont défendus par cette commission. Et dans la commission, vous avez un ensemble de membres qui sont, eux, désignés par les gouvernements nationaux. La commission est responsable des politiques communes. Donc, il y a un président ou une présidente. Donc, actuellement, comme le disait Iman tout à l'heure, c'est une présidente qui est une première par rapport le fait que ce soit une femme, qui est élue pour 5 ans et renouvelable une fois. Et il y a dans cette commission 27 commissaires pour aider la présidente, en l'occurrence pour l'instant, dans son travail. Ensuite, il y a le Parlement européen. Donc, le Parlement européen, lui, il est basé à Strasbourg ou à Bruxelles. Et là, c'est une représentation en fait des citoyens de l'UE. Donc, contrairement tout à l'heure, je vous parlais du Conseil européen, qui lui a des représentants des gouvernements, le Parlement européen représente la voix des citoyens européens. La voix des citoyens parce que en fait, au Parlement siègent les députés que vous avez élus en allant voter, je n'en doute pas, le 26 mai de 2019. Et ils sont donc élus au suffrage universel direct pour 5 ans. Le Parlement participe à l'élaboration des directives et des règlements. Il vote le budget de l'UE et il codécide dans certains domaines avec le Conseil des ministres. Le président actuel, c'est David Sassoli, et qui a été élu en juillet l'année dernière pour 2 ans et demi. Le Conseil de l'UE, donc qui est aussi appelé le Conseil des ministres, puisque j'ai cité le Conseil des ministres tout à l'heure, lui est basé à Bruxelles ou au Luxembourg et il représente les intérêts des États membres. Le jour où ce Conseil de l'UE se rassemble, en fait, si par exemple on est en train de discuter un sujet agricole, ce sera tous les ministres de l'agriculture des différents États membres qui vont siéger ce jour-là. Le lendemain, on va parler de la cohésion sociale, ça sera
d'autres ministres qui vont venir. C'est en fonction du sujet discuté, c'est différents ministres qui se rassemblent. Et donc, ce Conseil de l'UE décide des actes législatifs et budgétaires. La présidence de ce Conseil, c'est une présidence tournante avec c'est un pays État membre qui est à la présidence et actuellement, jusqu'à la fin de l'année, c'est l'Allemagne. Donc, ce qui est bien à retenir, en fait, c'est qu'on a des instances qui sont plutôt représentatives des gouvernements ou des ministres, et on a aussi la voix des citoyens par le biais du Parlement. Maintenant, je vais vous parler du processus décisionnel de l'UE. Les grandes orientations de l'Union européenne sont impulsées par le Conseil européen, donc avec les différents chefs d'État. Cette impulsion est soumise à la Commission européenne, qui, elle, va proposer un budget et des lois européennes au Conseil de l'UE et au Parlement européen. Une fois que le Conseil de l'UE et le Parlement européen approuvent et votent ces lois européennes et y associent un budget, ça repart, c'est pas forcément le bon terme, au niveau de la Commission européenne, et qui ensuite, elle, va décliner tout ça, donc qui a un niveau supranational, va le décliner pour que les États membres mettent en place les mesures ad hoc. Donc là maintenant, je vais vous parler du lien qu'il peut y avoir du coup entre les orientations politiques qui ont été établies et approuvées vers les programmes de financement. Donc j'ai ce slide, pas extrêmement lisible, mais le commentaire vraiment, c'est que l'Union européenne travaille par session de 7 ans. Donc, on établit une stratégie. Donc, actuellement, on est dans la programmation actuelle allait de 2014 à 2020. Et il avait été établi une stratégie Europe 2020 basée sur 3 priorités qui étaient la croissance intelligente, la croissance durable et la croissance inclusive, avec 5 objectifs: l'emploi, la recherche, l'éducation, la réduction de la pauvreté et toute la thématique énergie-climat, avec un budget associé qui était de 960 milliards d'euros. Cette stratégie Europe, basée sur 3 priorités et 5 objectifs, a été déclinée en politiques. Donc, les politiques de l'Union européenne, on retrouve les politiques régionales ou de cohésion, la politique agricole commune, la PAC, et son pendant au niveau de la pêche, et les politiques thématiques ou sectorielles. Ces politiques, ensuite, sont déclinées en programmes européens. Donc, tout ce qui est politique régionale ou de cohésion, on associe des fonds structurels, par exemple les fonds FEDER. Pour la politique agricole commune, il va y avoir les fonds FEADER et FEAMP pour la pêche. Et ensuite, tout ce qui est pour les politiques thématiques ou sectorielles, on va retrouver les fonds Horizon 2020, COSME, LIFE, Erasmus+. Dans le cas des fonds structurels ou des fonds associés qui dépendent de la PAC, il va y avoir des gestions qui seront faites par les États membres. En revanche, tout ce qui est thématique sectorielle, ça sera une gestion directement faite par la Commission européenne. Donc, ce que je voulais vous montrer avec ce slide, c'est qu'il y a vraiment une pluralité des guichets de financement. Il n'y a pas une règle unique, ça serait beaucoup trop simple, et il y a une réelle particularité de chacun des fonds. Dans la thématique environnement-énergie, par exemple, on peut s'adresser au programme Horizon 2020, on peut s'adresser au programme LIFE, et il y a aussi tout ce qui est fonds FEDER.
Dans les fonds FEDER, j'inclus tout ce qui est fonds Interreg, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est dédié à la coopération territoriale entre les régions européennes. Si on fait un focus sur les différents fonds, on va trouver Horizon 2020, que beaucoup de gens connaissent, qui lui-même est divisé en pilier 1, pilier 2, pilier 3, ou alors des fonds qui sont transverses à tous ces piliers. Chaque année, en fait, Horizon 2020 a plus d'une centaine d'appels à projets qui seront édités. Et il n'y a pas un mode de fonctionnement unique. En fait, ça sera un peu mon leitmotiv. Chaque projet a sa particularité, sa spécificité, son degré de maturité et la structure qui propose le projet, suivant si c'est une université, une PME, un grand groupe, les conditions d'éligibilité ne seront absolument pas les mêmes. Dans le cas d'Horizon 2020, par exemple, voilà, ici, merci. Les porteurs de projets éligibles, mon premier mot, c'est sauf exception. Donc, en fait, il y a la règle et il y a toutes les exceptions. Ensuite, il y a le type de financement. Dans les différents points, on a quelquefois c'est du 100%, quelquefois c'est du 70% maximum, donc ça veut dire que c'est peut-être moins. Encore une fois, il n'y a pas une règle absolue par rapport à un projet. Ensuite, l'autre possibilité de guichet de financement que j'avais mentionné, c'était les programmes LIFE. Donc là, les programmes LIFE, beaucoup moins connus que les projets H2020, ils ont un budget qui est plus petit, mais par contre, les taux de succès sont beaucoup plus élevés. Sur beaucoup d'appels à projets H2020, par exemple, un taux de succès sera entre 10 et 15%. En revanche, pour les programmes LIFE, on peut avoir des taux de succès de 30%. Le taux de succès, c'est quand vous déposez un projet et c'est la probabilité pour laquelle le projet sera accepté. On a aussi comme type de programme le programme COSME. Donc là, ça vise à renforcer la compétitivité des PME à l'extérieur de l'Europe. Et sur ce programme-là, d'ailleurs, c'est le pôle Avenia s'était mobilisé et a été coordinateur donc du programme Géoénergie Europe qui visait à l'internationalisation des PME, d'un méta-cluster, puisqu'on s'était rassemblé avec d'autres clusters européens sur la thématique de la géothermie, et c'est de l'accompagnement des PME européennes sur le thème de la géothermie à l'international, donc avec des pays cibles. Donc, voilà. Et puis, ce que je n'ai pas mentionné ici, mais qui peut aussi vous être utile, c'est tout ce qui est projet Erasmus+. Parce que Erasmus+, ce n'est pas que de l'échange pour des étudiants qui veulent aller voir comment ça se passe dans des universités ailleurs en Europe, c'est aussi des échanges de compétences pour les PME. C'est un nouveau volet de Erasmus+, qu'il est bon à connaître. Donc, le slide d'après, s'il te plaît, je vous rappelais donc que la programmation européenne donc, a été établie sur 7 ans. Actuellement, on est dans la période 2014-2020. Et la prochaine programmation est en cours de discussion, donc ça sera pour 2021-2027. Il y aura beaucoup de changements. Il y a beaucoup de discussions sur la rédaction des programmes actuellement. Par exemple, dans les changements qu'on envisage, il y a que Horizon 2020, lui, deviendra Horizon Europe. Donc, c'est peut-être un terme dont vous avez déjà entendu parler. Et pour pallier le fait que tout ne sera pas forcément prêt au 1er janvier 2021, il y a la présidente de la commission a voulu mettre en place un programme intitulé Green Deal qui donne déjà les pré-orientations de la future programmation et pour lequel il y a des financements associés. Donc là, je vais laisser la parole à Iman pour vous présenter cette stratégie de Green Deal
et la contextualisation en fait du Green Deal. Pas forcément en détail, mais la contextualisation par rapport au Green Deal. Merci. Alors, oui, comme l'a dit Emmanuel, je vais essayer de contextualiser le Green Deal pour vous permettre de mieux comprendre d'où vient le besoin de déterminer ces objectifs pour l'Union européenne. Voilà, alors pourquoi le Green Deal a été créé? En fait, la situation concernant le changement climatique et la dégradation de l'environnement, c'est devenu une priorité pour l'Europe, l'Union européenne et le monde entier. Et donc, pour lutter contre les défis environnementaux et en obtenir des opportunités, l'Union européenne a pris l'initiative de créer une stratégie de croissance qui a pour but de transformer l'Union européenne en une économie moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation des ressources. Donc, en résumé, le Green Deal, c'est une feuille de route avec les grandes orientations européennes qui concernent leur stratégie pour rendre l'économie de l'Union européenne durable. Le but étant de transformer les défis climatiques et environnementaux en chances et en opportunités pour tous les domaines d'action, tout en garantissant une transition juste et inclusive. L'objectif principal étant d'atteindre la neutralité carbone pour 2050. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, le plan d'action pour atteindre les objectifs, il est basé sur le fait de promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire, en dissociant la croissance de l'économie et l'utilisation des ressources. Il cherche à restaurer la biodiversité et réduire la pollution, tout en aidant les entreprises à devenir des leaders mondiaux en matière de produits et de technologies propres. Le but étant de miser sur l'innovation et la recherche. Vous pouvez voir sur la slide les thématiques principales. Prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc, il faut savoir que toutes les composantes de la société et de l'économie ont un rôle à jouer dans la transition vers une économie plus verte, une union neutre pour le climat. Et donc, le but est d'investir dans les technologies respectueuses de l'environnement, de soutenir l'innovation dans l'industrie, de déployer des moyens de transport privé et public propres, plus abordables et plus sains, de décarboniser le secteur de l'énergie, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, de travailler avec des partenaires internationaux pour harmoniser, améliorer les normes environnementales mondiales. Voilà. Il faut, pour faire en sorte que les objectifs, les grands objectifs de l'Union européenne soient appliqués et faire en sorte que cette feuille de route soit immuable, ils ont créé une législation européenne sur le climat pour que, oui, pour que les lois, pour que ces objectifs soient intégrés dans les lois nationales aussi. Voilà. Il est important de se renseigner sur les législations et sur les grandes orientations européennes parce que, comme l'a dit Emmanuel précédemment, c'est ce qui génère les programmations de financement. Et donc, si vous voulez déposer un projet et faire un dossier de financement, il est important de lier les objectifs des grandes orientations et les objectifs des appels à projets qui en découlent. Voilà. Et donc, non, s'il te plaît, tu peux revenir, désolée. Et donc, dans le but que les objectifs fixés par le Green Deal soient réalisés, ils ont créé un plan d'investissement du Green Deal qui il disposera de 1 000 milliards d'euros d'investissement durable dans la prochaine décennie, donc pour les 10 ans à venir. Et une partie de ce plan d'investissement est appelé le mécanisme pour une transition juste. Il sera utilisé en vue d'une transition écologique juste et équitable. Et ce mécanisme, il a pour mission de fournir un soutien financier et une assistance technique pour aider ceux qui sont le plus touchés par la transition vers une économie verte. Parce qu'en effet, tous les membres et toutes les régions de l'Union européenne, ils vont devoir contribuer à cette transition, mais ils ne sont pas tous égaux face aux problèmes.
parce que certaines des régions sont particulièrement affectées et ils vont connaître un plus gros, une plus profonde mutation économique et sociale, parce que leur pays, ils dépendent, par exemple, c'est un exemple, ils dépendent plus des énergies fossiles. Et donc, le mécanisme pour une transition juste, il va leur fournir un soutien financier, mais aussi un soutien pratique un soutien pratique pour qu'elles puissent aider les travailleurs touchés et à obtenir les investissements nécessaires dans ces domaines. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, en résumé, le mécanisme pour une transition juste, il contribuera à mobiliser 100 milliards d'euros sur la période de 2021 à 2027 pour aider les régions qui seront le plus touchées. Il permettra la réalisation des investissements nécessaires pour soutenir les travailleurs et les collectivités qui dépendent d'emplois dans la chaîne de valeur des combustibles fossiles. Voilà. Prochaine diapositive. Merci. Oui, alors là, je vais vous parler de l'impact du Green Deal sur les programmes de financement en précisant, en prenant l'exemple du programme Horizon 2020. Donc, le Green Deal a prévu des grandes orientations et du coup, ça a généré des appels à projets pour le programme Horizon 2020. Ça va générer. Donc, dans l'immédiat, il va y avoir 1 million d'euros qui est disposé pour les appels à projets Horizon 2020. Pardon ? Oui. Donc, l'appel à projet Green Deal mobilisera la recherche et l'innovation pour favoriser une transition sociétale juste et durable, visant à ne laisser personne derrière, de côté. Et donc, ces appels à projets, ils visent à produire des résultats tangibles et visibles pour les citoyens dans un délai relativement court. Et donc, il y a 11 thématiques d'appel à projets qui sont mises en place pour 1 milliard, excusez-moi. Merci. Donc, il y a 11 thématiques que vous pouvez voir sur la slide actuellement. Et donc, les 8 premières thématiques sont des thématiques spécifiques et les 3 qui sont à l'horizontale sont des thématiques transversales. Alors, prochaine slide, s'il te plaît. Donc, voici les échéances, les dates clés pour ces appels à projets. Donc, la publication et l'ouverture officielle des appels à projets, c'est le 18 septembre. La date limite de soumission des propositions, c'est en janvier 2021. Et pour l'évaluation des propositions, ce sera au printemps 2021. Et donc, pour le début des projets, ce sera en automne 2021. Donc, ces appels à projets, ils prévoient le développement et la démonstration de technologies et d'applications pilotes. Et ils prévoient l'implication de la société civile spécifique dans la transition. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant passer la parole à Emmanuelle Robbins pour qu'elle vous présente les services Europe du pôle Avenia. Merci beaucoup. Merci, Iman. Donc, je pense que le mot d'ordre d'aujourd'hui, s'il y a un mot qu'il faut retenir dans le webinaire d'aujourd'hui, c'est contextualisation. Donc, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a voulu reprendre un petit peu au-delà de la culture générale par rapport aux différentes institutions européennes. On voulait vraiment faire un focus sur le lien qu'il peut y avoir entre les institutions, la partie organisationnelle du processus décisionnel et les financements. Donc, on a gardé cette même structure dans le contexte Green Deal avec les liens sur les financements. Assez souvent, on a tendance à se dire, j'ai un projet, je vais trouver un financement et puis j'aurai mon financement. De plus en plus, la partie contextualisation est clé. Donc, quand on répond à un appel à projet européen, surtout quand c'est dans les politiques sectorielles, donc H2020, COSME, Erasmus+, LIFE, on a un gros travail de contextualisation à faire. Et c'est très important de bien connaître le contexte dans lequel, le contexte politique et le contexte décisionnel de l'Europe en général, et ensuite, effectivement, décliner sur la thématique qui nous intéresse par rapport à notre projet. Dans ce cadre-là, on a du coup bâti on a
une idée de service que l'on pouvait proposer. Donc, les services que l'on a anticipés, donc évidemment, il y aura une veille thématique sur les appels à projets, les différents appels à projets. On sait sur quelle thématique le pôle travaille, mais rien n'empêche de savoir, en amont, avoir des discussions avec chacun pour savoir quelles sont les idées de projets qui sont dans les tuyaux. Donc là, et ça permet de nous d'affiner notre veille thématique et mieux vous renseigner. On a aussi envisagé une veille sur les différents événements européens. Donc, pour rebondir sur le Green Deal, justement, je veux profiter de ce webinaire pour vous dire que du 22 au 24 septembre, il y a les Research and Innovation Days qui seront cette année entièrement dématérialisés et qui sont l'occasion de faire du réseautage et d'identifier des partenaires européens pour répondre et mieux répondre aux appels à projets concernant le Green Deal. Donc, si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y a aussi la partie aide à l'identification des financements possibles. Donc, ça, on ne le répétera jamais assez. Les guichets sont multiples et souvent assez complexes. Là, on peut éventuellement vous aider. En fait, on veut vraiment se positionner dans un rôle de facilitateur, de vulgarisation du système européen. Et on ne travaille pas tout seul, on s'appuie aussi fortement sur un réseau au niveau européen. Donc, tous ces services-là, en fait, on va les décliner sur notre nouveau site web. Donc, là, c'est un petit teasing pour vous annoncer que nous allons lancer un nouveau site web bientôt, très bientôt. Mais là, je laisserai le département communication vous en parler plus en amont. Par contre, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est qu'il y aura une section dédiée à tout ce qui est projet européen de nos membres. Et donc là, je fais un appel à contribution. Si vous avez envie de parler d'un projet européen auquel vous participez, eh bien, surtout, n'hésitez pas à nous contacter et on le mettra en ligne sur le site web. On vous donnera aussi des détails sur les projets auxquels le pôle Avenia a participé, participe ou s'est positionné. Donc, Thibaut, tout à l'heure, dans son introduction, parlait de Géoénergie Europe ou Pixil. Ce sont deux projets sur lesquels, pareil, je donnerai plus de détails dans les slides additionnels, mais vous aurez tous les renseignements sur le site web à venir. Donc, ce que l'on pense aussi proposer, ce sont des webinaires qui seront thématiques. Donc, aujourd'hui, encore une fois, c'était un webinaire de cadrage, de contextualisation, parce que le contexte, toujours, est très important. Et on fera un focus sur donc, les appels à projets ou les événements européens dans nos newsletters. Je vous disais tout à l'heure qu'on s'appuie sur un réseau, donc on travaille beaucoup avec les points de contact nationaux, en particulier au niveau de l'énergie. On travaille beaucoup avec France Cluster et aussi avec ADI Nouvelle-Aquitaine, donc c'est l'agence de développement et d'innovation. On a une représentante qui est là avec nous aujourd'hui, donc au moment de la session des questions-réponses pourra sûrement vous répondre si vous avez des questions bien spécifiques. Qui a aussi la double casquette EEN, donc c'est European Enterprise Network, qui est un réseau qui permet vraiment de trouver, d'identifier des partenaires. ADI Nouvelle-Aquitaine nous propose aussi de faire des relectures de dossiers avant dépôt parce qu'eux voient une quantité de dossiers très, très souvent et très éclectiques. Donc, ils ont une bonne visibilité, un œil très, très positif, très critique par rapport à la constitution des dossiers. Et ensuite, on s'appuie aussi sur la représentation de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles, qui nous permet de relayer les informations, le
contexte bruxellois, encore une fois, je reviens avec ce mot de contexte, et de permettre aussi la mise en relation avec des acteurs européens particuliers. Donc, ça peut être des associations, ça peut être des réseaux. Et donc, pour nous en parler, j'ai demandé donc à Antoine Vidot de nous en parler, puisqu'il est lui-même basé à Bruxelles, et donc je vais lui passer la parole. Merci Antoine par avance. Antoine, je crois que ton micro n'est pas activé. Non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Antoine. Pourtant, on t'a donné la main en tant que participant, enfin en tant qu'animateur. Ton micro est indiqué comme fonctionnement, mais on n'entend pas. Non, ça ne marche pas. Est-ce que peut-être qu'en se déconnectant et re-rentrant dans la salle de réunion, peut-être? Je ne sais pas. Allô, allô? Oui, Antoine, on t'entend. Parfait. Okay. Bon, désolé. On fait les essais hier et bon, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Pas de souci. Je suis Antoine Vidot, je travaille pour le bureau de la région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles. Donc, c'est vrai que c'est pas un service qui est très connu au sein du conseil régional, mais il n'y a pas que des collègues à Bordeaux, à Limoges et à Poitiers. On est aussi une petite équipe à Bruxelles, directement auprès des institutions européennes. Donc, merci à Emmanuel et à toute l'équipe du pôle pour l'introduction. Je vais donc rapidement vous présenter un peu ce qu'on fait à Bruxelles, quel est l'intérêt pour une région d'avoir un bureau ici à côté des institutions. Alors, sachant que ce modèle n'est pas non plus exclusif à la Nouvelle-Aquitaine, puisque toutes les régions françaises et même toutes les régions européennes ont un bureau de représentation ici. Et certaines sont d'ailleurs beaucoup plus importantes, puisque on compare à la Bavière qui a le plus grand nombre de personnes, c'est à peu près une trentaine, quarantaine de personnes qui sont en permanence ici à Bruxelles. Donc nous, en Nouvelle-Aquitaine, on est une dizaine de personnes, je vous expliquerai rapidement tout à l'heure. Donc, en résumé, la mission principale, c'est de faire l'interface entre l'Europe au sens large et la région au sens large. Donc, c'est-à-dire à la fois un rôle descendant, donc faire redescendre toute l'information européenne en région, essayer de le faire de la manière la plus ciblée possible, et puis un rôle un peu montant, à la fois pour représenter les intérêts de la Nouvelle-Aquitaine et des acteurs néo-aquitains auprès des institutions, donc une forme de lobbying, et puis en accompagnant tous ces acteurs-là à décrypter ce monde européen qui peut paraître compliqué de temps en temps, et à les aider à se faire connaître au niveau bruxellois. Et puis un rôle aussi de sensibilisation aux questions européennes, d'information sur le rôle des institutions qu'on fait de manière plus large auprès de différents types d'acteurs.
Donc, comme je vous disais, on est 9 personnes et on est répartis par thématique en fonction des priorités régionales et européennes. Donc, je suis plus particulièrement en charge du suivi des dossiers recherche-innovation, développement économique, qui inclut le travail avec les filières, sur le numérique aussi ou sur la santé. Et puis, j'ai des collègues qui vont suivre une les transports, une autre l'agriculture et la pêche, un autre l'énergie et les politiques climatiques, une autre collègue qui va suivre tout le volet Erasmus et culture. Voilà, on est répartis par thématique. Et donc, pourquoi être à Bruxelles? Donc, une des premières raisons, c'est récupérer l'information sur les programmes que mentionnaient Emmanuel et Iman tout à l'heure. Donc, voilà, Emmanuel vous a déjà présenté rapidement les schémas. Je ne vais pas revenir en détail, mais c'est plus pour vous apporter le volet bruxellois de ce qu'elle a dit. Il y a à peu près un tiers du budget européen qui est alloué aux régions via les fonds FEDER ou FSE, que vous connaissez peut-être. Alors là, les interlocuteurs vont être à Bordeaux, à Poitiers ou à Limoges. C'est des collègues du conseil régional qui, si vous êtes intéressés, plutôt vous rapprochez d'eux. Moi, je vais parler peut-être plus du tiers qui apparaît en rouge ici, qui sont les programmes qui sont gérés directement par la Commission européenne, dans lesquels on retrouve Horizon, COSME, Erasmus, LIFE, dont Emmanuel vous a parlé. C'est ces programmes que l'on suit en priorité parce que tout le travail de rédaction des appels à projets est fait ici à Bruxelles par les fonctionnaires de la Commission européenne. Donc, c'est intéressant d'échanger avec eux le plus en amont possible pour récupérer de l'information. Je parlais tout à l'heure aussi de notre mission de représentation des intérêts. Dans notre rôle un peu montant, on peut aussi faire passer des messages à la Commission européenne au moment de la rédaction des appels à projets pour dire on a des acteurs qui sont intéressés par cette thématique et essayer de les faire inclure dans les programmes de travail. Comme Emmanuel le disait, mais tout le budget, cette répartition et cette définition des priorités pour la période 2021-2027 est en cours de négociation. Ça a commencé en 2018, c'est en train d'être finalisé pour que tout soit opérationnel, on espère, en début 2021. Donc en ce moment, il y a beaucoup de travail ici à Bruxelles sur la définition des priorités, sur la rédaction des documents préparatoires. Et voilà. Donc là aussi, si vous avez besoin ou si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous contacter. Des fois, on a des bribes d'informations sur ce qui va pouvoir arriver en 2021 et les années suivantes. Pour la partie contextualisation dont Emmanuel parlait, c'est important. Une deuxième raison d'être à Bruxelles, c'est de suivre le processus décisionnel. Là non plus, je ne vais pas revenir dans les détails parce que Emmanuel l'a présenté, mais c'est pour vous expliquer les délais un peu. Entre les premières idées de la Commission et l'adoption et la mise en œuvre, il y a à peu près 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans, il y a des échanges avec les parties prenantes, avec les organismes, avec les organisations, avec les régions, avec les entreprises, avec tout un type d'acteurs. Donc, on essaye aussi d'identifier toutes ces possibilités de dialogue pour faire remonter des idées et essayer d'influencer le processus décisionnel, ou en tout cas de faire passer les messages et de dire, voilà, en Nouvelle-Aquitaine, nous, région, ou tel acteur néo-aquitain, voilà sa position et voilà comment il aimerait que le texte soit mis en œuvre. Une troisième raison d'être à Bruxelles, là non plus je ne vais pas revenir dans les institutions, voilà, mais ce qui est important, c'est d'être ici pour identifier au mieux toutes ces personnes qui peuvent vous intéresser et pour dialoguer en permanence avec eux, nous faire connaître, vous faire connaître et voilà, diffuser les messages. Donc là, c'est juste un exemple. Vous avez les institutions dont Emmanuel parlait au milieu, et tout autour, vous avez des structures qui gravitent. Il y a beaucoup d'associations européennes, de fédérations européennes, des fédérations professionnelles, ou des associations de régions, ou des associations des associations d'associations, enfin, vraiment tout type de structures qui sont présentes à Bruxelles. Rien qu'au niveau de la Commission, on estime que c'est à peu près 35 000 fonctionnaires. Alors, ça peut paraître beaucoup, c'est moins que la mairie de Paris, mais bon, ça avait quand même beaucoup de monde à rencontrer dans les différentes DG, les directions générales, qui sont
un peu les équivalents des ministères français. Et puis, voilà, au-delà des institutions, comme je vous disais, des milliers de personnes qui travaillent dans des différentes associations thématiques ou différents réseaux qui sont intéressants pour nous tous. Donc maintenant, peut-être pour illustrer un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on a déjà été amené à faire dans le cadre de nos missions, c'est déjà accueillir des délégations à Bruxelles, encore une fois pour démystifier toute cette bulle bruxelloise. Quand on vient ici, on se rend compte que les gens, les fonctionnaires sont finalement assez accessibles. Que, bon, ça dépend toujours des personnes, mais en général, ils sont toujours partants pour avoir rendez-vous parce que ils sont pas aussi isolés qu'on a tendance à le dire. Ils sont toujours preneurs des remontées du territoire ou des besoins des uns et des autres. Donc depuis quelques années et surtout depuis 2019 avec l'R4 des pôles, on est de plus en plus amené à monter des délégations avec les pôles. Donc on a accueilli des équipes du pôle Avenia, je crois 2 ou 3 fois, je comptais. 3 fois, voilà. Bon, il y a eu des fois quelques ratés avec les grèves de train, mais voilà. L'idée, c'est de préparer, d'échanger en amont avec l'équipe du pôle pour identifier les besoins, proposer des personnes que nous, on a identifiées comme personnes clés, et puis après, accompagner le pôle pendant les rendez-vous pour voilà, montrer qu'est-ce que la personne rencontrée peut faire ou quel est le message à faire passer. C'est aussi donc de l'envoi d'informations, comme je disais. Là aussi, le travail avec les pôles est assez intéressant. Je rajoute aussi dans la boucle les collègues d'ADI, de l'équipe Europe d'ADI et EN, parce que on travaille un peu en trinôme pour identifier vos besoins, les thématiques prioritaires et pouvoir s'envoyer les bonnes informations et faire tourner les infos. Le fait d'être à Bruxelles, ça nous permet aussi de participer à des réunions ou des infodés. Quand l'équipe du pôle ou vous-même ne pouvez pas monter à des réunions, on peut vous représenter, en tout cas faire acte de présence. Alors l'idée, c'est de nous briefer un peu en amont pour les messages, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Je vous ai mis aussi l'exemple d'une délégation avec le club des ETI de Nouvelle-Aquitaine qu'on a accueilli, là aussi pour porter le message de l'importance de ce type d'entreprise au niveau européen, au niveau des décideurs européens. Comme je vous disais, et comme vous l'aviez vu dans la slide précédente, il y a beaucoup de réseaux, donc c'est important des fois d'y être pour être informé, pour se faire voir, et aussi monter des consortiums pour répondre à des appels à projets. Donc, on participe, nous, à un réseau qui est très important pour nous, c'est le réseau ERIN, sur la recherche et l'innovation, qui a une dizaine de groupes de travail thématiques, dont un sur énergie et climat, et qui est un peu le relais entre toutes les régions européennes et la Commission sur ces thématiques de recherche et d'innovation. Donc, c'est un cadre qui peut être intéressant aussi pour vous, parce que ça peut être une occasion de faire remonter des messages ou de valoriser un projet ou une thématique que vous auriez. Et puis, voilà, après le rôle d'accompagnement, de suivi de l'information européenne sur des sujets qui sont d'intérêt pour la Nouvelle-Aquitaine, à la fois pour les services du Conseil régional ou pour tous les acteurs néo-aquitains qui auraient un intérêt sur ça. Voilà un peu en quelques mots le rôle et les missions du bureau. Et puis, je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Et voilà. Je vois des questions, peut-être que je peux répondre après au moment de la session de questions-réponses, si ça te... Pas de problème. En tout cas, merci beaucoup Antoine pour cette illustration de tout ce que vous faites. Moi, je suis la première à en avoir effectivement profité avec certains de nos membres aussi. Vraiment, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Et effectivement, comme tu disais, c'est aussi beaucoup en synergie avec ADI Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça, pour moi, ça fait partie des briques ou des pierres clés de tout le réseau sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Donc, encore merci. Donc, en conclusion, donc encore une fois, moi, ce
je vous rappelle que le but de ce webinaire, c'était vraiment d'être introductif, général par rapport à un contexte. Je reviendrai toujours avec ce terme-là de contexte. Parce que je pense que bien comprendre un mode de fonctionnement des instances, ça permet de mieux appréhender un petit peu même anticiper les thématiques qui seront abordées dans les appels à projets et de mieux présenter ensuite son dossier d'appel à projet. Ce contexte, effectivement, on le comprend et comme disait Antoine, c'est largement discuté en amont d'un texte ou même d'un appel à projet. Donc, bien connaître cet environnement, c'est assez clé, voire complètement clé même. Maintenant, la question, c'est si moi j'ai un projet, est-ce que j'ai intérêt ou pas à répondre à un appel à projet européen? Donc, on ne va pas se le cacher, la lourdeur générée par le côté administratif des appels à projets, elle est là. Le taux de succès suivant les guichets n'est pas le même. Mais il existe une multitude de guichets auxquels on peut s'adresser. Donc, ça peut être des appels à projets qui sont publiés par la Commission européenne, mais ça peut aussi être des appels à projets qui seront délégués au niveau national ou régional ou même départemental ou même au niveau d'une agglo, suivant la façon dont c'est décliné. Très souvent, en plus, les politiques d'une région sont complètement axées et calées sur des politiques européennes, nationales et du coup régionales. Donc là, moi, je pense que la première question à se poser quand on veut soumettre un projet, c'est se demander quelle est ma valeur ajoutée à aller à un niveau européen. Sachant que pour moi, encore une fois, c'est ma vision des choses, je partage juste ma propre vision, c'est que aller sur un projet européen, ça apporte une dimension où on inclut d'autres cultures qui fait que les résultats et les perspectives du projet seront largement nourris. On va apporter une visibilité à notre résultat projet à un niveau européen, voire même international, puisque le reste de la scène internationale est regarde beaucoup ce que fait l'Europe, parce que souvent l'Europe a des façons de procéder qui sont assez avant-gardistes par rapport au contexte international. Mais donc voilà, la question, c'est vraiment se poser est-ce que j'ai besoin d'une dimension européenne dans mon projet ou pas? Parce que quelquefois, il y a peut-être des financements qui pourront nous aider sur notre projet qui sont au niveau local et où la gestion financière ou l'accompagnement sera peut-être moins lourd qu'à un niveau européen. Mais vraiment, la plus-value de répondre à un niveau européen, c'est justement cette visibilité, cette diversité, cet influx international avec des échanges culturels qui, moi, je trouve extrêmement intéressants. L'autre point qu'il faut retenir aussi par rapport aux différents services que le pôle Avenia va vous proposer, c'est qu'on vraiment se positionner en tant que facilitateur. Mais comme je l'ai dit, les guichets sont multiples, les projets sont multiples, les structures sont multiples. Peut-être certains d'entre vous ont déjà un service Europe qui va bien les aiguiller, mais peut-être quelquefois on se met toujours sur le même guichet de financement. On ne connaît pas trop les autres, donc là, je pense qu'on peut aussi vous aider et vous accompagner. Et on peut aussi accompagner dans la partie échange. Donc, Antoine en parlait bien, c'est-à-dire qu'on a les discussions en amont, on les redescend au niveau terrain, au niveau adhérent, et en même temps, les opinions du terrain, la commission s'en nourrit aussi. Et justement, en début de semaine, Antoine me relayait une information par rapport à une consultation qui est en cours
pour la préparation du plan stratégique de Horizon Europe. Donc ça, c'est ouvert à tous. Donc voilà, donc nous, au niveau du pôle Avenia, on veut vraiment se mettre en tant que facilitateur entre justement des appels à projets qui sont associés à des financements, mais et puis les projets et vous individuellement. Et je pense que c'est important que vraiment on établisse un lien pour savoir quelles sont les idées de projet, pour pouvoir mieux anticiper, mieux comprendre le contexte, afin que le dépôt de projet soit optimisé. Voilà, donc je voudrais surtout remercier toute l'équipe du pôle Avenia pour tout ce qui a été préparation de ce webinaire. Et on voudrait, avant de commencer la session de questions-réponses, vous poser 3 petites questions. Donc, si vous pouviez répondre en direct, et ensuite on pourra passer aux questions-réponses, où j'essaierai de répondre dans la mesure du possible, mais enfin voilà, dans la mesure du possible. Ou Antoine, d'ailleurs, puisque je lui ai dit qu'on répondrait plus tard. Donc, la première question, c'était donc avant ce webinaire, est-ce que vous connaissiez le lien qu'il y a justement entre le processus décisionnel européen et les opportunités de financement? Donc, visiblement, les réponses sont plutôt non. Donc, c'est très bien si vous avez appris quelque chose. La deuxième question, c'est est-ce que vous pensez, a priori, être susceptible de répondre à un appel à projet Green Deal? Les réponses ont l'air d'être oui. Donc, si vous avez besoin d'informations par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous contacter et on verra dans quelle mesure on peut vous répondre et en détail, parce que là, après, on pourra rentrer dans le détail. Et ensuite, notre troisième question, c'est justement, est-ce que vous souhaitez être contacté par le pôle Avenia dans le cadre des projets européens, donc soit pour le Green Deal, soit de manière générale. Si, par exemple, vous avez une idée de projet et vous ne savez pas forcément comment trouver le mode de financement, donc ça peut être dans le cadre des projets européens ou pas. Et donc là, je pense que toute l'équipe sera ravie de pouvoir répondre à vos attentes et pour vous aider, en fait. Encore une fois, on voudrait être là dans un rôle de facilitateur. Donc, très bien. Donc, je verrai en fonction des réponses, je rappellerai ou quelqu'un d'autre de l'équipe suivant l'attente vous rappellera pour pouvoir savoir quelles sont vos attentes par rapport à tout ça. Donc, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre participation. Et puis, si vous avez des questions, je serai heureuse de les déléguer à Iman. Non, d'essayer d'y répondre, ou alors Iman pourra m'aider, ou Antoine, ou je sais que l'ADI Nouvelle-Aquitaine est là aussi, il m'avait dit qu'il pouvait répondre à vos questions. Oui, moi j'ai 2 questions en fait qui m'ont peut-être été envoyées en perso via la messagerie, donc D'accord. je me permets de répondre. C'était sur la slide de Camembert que j'avais présenté, donc je me permets d'y revenir rapidement. Donc c'est très schématique, mais en fait oui, les secteurs sont bien proportionnels au montant versé. C'est-à-dire que tout le budget européen, il y a à peu près un tiers alors, qui va à la PAC et aux aides aux agriculteurs, un tiers qui va aux régions pour les programmes type FEDER ou FSE, et l'autre tiers qui représente les programmes en gestion directe type Horizon 2020, LIFE, COSME, etc. Voilà, donc, sachant qu'il y a une erreur sur le slide quand même. Oui, voilà. Donc le tiers vert, on peut dire que c'est la PAC et les aides aux agriculteurs. Oui, voilà. Donc schématiquement, c'est très schématique, mais c'est la grande idée. Voilà.
Et j'avais une question sur comment peut-on me contacter. Là, je crois que vous avez la dernière slide de ma présentation avec mes coordonnées. Et voilà. Mais sinon, via l'équipe Europe du pôle, n'hésitez pas. Très bien. Blanche, as-tu identifié des questions? Alors, la question, c'est est-ce que c'est supportable ou intéressant pour une PME de type start-up, donc peu de ressources, de répondre à un appel à projet européen? Alors, je dirais oui et non. Alors, dans le cadre des projets européens, assez souvent, on peut, au moment du montage du dossier, on peut demander un financement d'une ressource. Donc, il y aura une personne qui pourra être financée dans le cadre du projet européen. Un autre biais pour pouvoir rentrer dans un projet européen, et c'est ce que je conseille assez souvent aux PME start-up, c'est de rentrer en tant que tiers partie, que sous-traitant, que associate member. En fait, il y a des biais en fait pour un petit peu rentrer dans un projet européen, y être sans y être, et du coup, ça permet de se familiariser avec le contexte européen. Maintenant, effectivement, ça sera quand même, je ne vous le cache pas, plus complexe pour une PME start-up de se consacrer à ce projet-là plutôt que dans des grandes structures où il y a carrément un service Europe qui s'occupe, une personne s'occupera de la partie administrative, une personne s'occupera de la partie financière, une personne s'occupera du contenu, on va dire scientifique du projet, parce que là, on parle de projet, mettons, innovant. Voilà, donc je n'ai pas fait une réponse très, très franche. Oui et non, mais moi, je pense que ça peut valoir le coup. Encore une fois, il faut penser à quelle sera la plus-value de participer à un projet européen et vraiment se poser cette question de parce que vous allez vraiment gagner en visibilité, en revanche. Donc, sur le long terme, vous serez quand même plus visible au niveau européen, international. Je n'arrive pas à lire. Je dois vous quitter dans 5 minutes. Si vous avez des questions sur l'avenir n'hésitez surtout pas à me contacter. Il y a mes coordonnées. Merci à vous pour la réalisation de ce webinaire. Bonne journée à tous. Et je vous remercie. D'accord. Donc c'est l'ADI Nouvelle-Aquitaine. Oui, mais Nouvelle-Aquitaine, du coup, nous dit que on peut les contacter si besoin par notre biais. Donc, on a les coordonnées au niveau du pôle, on a les coordonnées pour pouvoir relayer des informations bien spécifiques. Pendant le webinaire, est-ce que tu as vu passer des questions, Blanche? Non. Comment, en tant que PME être au courant des projets européens en cours ou en construction pour y participer en tant que tiers partie, fournisseur, associé member. Donc ça c'est des choses en fait où il faut se positionner au moment de la constitution des projets. Donc au niveau du pôle Avenia, justement, on essaye de garder un lien avec les différentes personnes. Donc, on sait quand quelqu'un est en train de monter un projet. Au niveau ADI Nouvelle-Aquitaine, justement, ils savent aussi qu'il y a des intentions de projet. Donc là, on peut relayer cette information, d'où l'utilité de nous contacter dès que vous avez une envie de vous positionner en tant que partenaire ou associate member, ou la nécessité d'avoir un lien pour qu'on puisse centraliser. Et il y a aussi des réseaux. Donc, on parlait tout à l'heure de European Enterprise Network, ou alors même sur un appel à projet bien particulier, on peut aussi se positionner en disant qu'on est intéressé de participer au projet, mais du coup, on ne se positionne pas du tout en tant que coordinateur. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je peux expliquer et détailler individuellement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous expliquer ce genre
biais pour pouvoir participer à des projets. Et donc, je vois que la question vient de Géode Solutions, que l'on a justement associé par le biais du pôle Avenia au projet Pixil. Donc, le pôle Avenia, en fait, assure souvent, et le pôle Avenia est contacté comme partenaire de projet pour ça, pour assurer un lien, une espèce de porte d'entrée entre le projet et les livrables du projet et les adhérents du pôle Avenia dans leur ensemble. Donc, en tant que pôle Avenia, on participe et on ne manquera pas de relayer les livrables des différents projets auxquels on participe, mais on pourra aussi faire des appels à contribution. Donc, on vous sollicitera peut-être dans ce cadre-là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste pour rappel, donc Iman vous parlait du Green Deal et des échéances. Donc les appels à projets dans le cadre du Green Deal vont sortir le 18 septembre, c'est-à-dire presque demain. Ce que je vous disais, du 22 au 24 septembre, il y aura les Research and Innovation Days, qui sont vraiment pour tout ce qui est mise en relation dans le cadre de ces appels à projets. Donc, si vous avez envie de vous positionner sur un des appels à projets qui sortira, n'hésitez pas à participer à ce grand rendez-vous de réseautage et de mise en relation. Alors, je vois qu'il y a une start-up limitée en ressources humaines et aussi financières. De quel type d'aide européenne s'agit-il? Subvention? Y a-t-il un maximum par rapport aux fonds propres disponibles? Alors, suivant les guichets de financement, en fait, il peut y avoir les aides européennes peuvent être du cofinancement ou du financement à 100%. Ça dépend vraiment des guichets de financement. Donc là, encore une fois, il faut se pencher sur l'appel à projet qui est concerné. Et dans le cadre je vois la question par rapport à la règle sur le tiers parti ou le sous-traitant. Le tiers parti, il est identifié dès le début du projet, mais ce ne sera pas lui qui sera en contact directement. On va lui allouer un budget et qui transitera dans le cas par exemple, si le pôle Avenia se positionne en tant que partenaire avec des tiers parties, il y aura un budget qui sera alloué aux tiers parties, mais l'argent transitera par le pôle Avenia. Dans le cas d'un sous-traitant, ça veut dire qu'il va y avoir comment ça s'appelle, un appel, un appel d'offres. Voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Un appel d'offres. Et donc là, il va falloir sélectionner le sous-traitant. Donc effectivement, l'entreprise peut se positionner en tant que volontaire pour être sous-traitant, mais il va falloir répondre à un appel d'offres qui sera avec des règles assez cadrées. Donc ça ne veut pas dire que vous serez sélectionné dans le cadre du projet. Et les tiers parties, il n'y en a pas dans tous les types d'appels à projets non plus. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Encore une fois, c'est vraiment individuel, particulier. Et donc, je pense que le mot d'ordre, c'est un dialogue pour savoir quel est le contexte encore. On y revient. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions supplémentaires? On n'a pas l'air. Bon, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup aux différents intervenants qui m'ont accompagnée, à Blanche pour son soutien technique. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou quand même vous avez des idées de projet, parce que ça permet vraiment de mieux appréhender et établir des liens et se renseigner et préciser notre demande par rapport à vos attentes.